Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Didier Gauzoin. Bonjour. Bonjour. Alors, on rebondit sur cette information. 1,3 million d'euros bruts par an pour 4 directeurs de la SRIB, qui est la Société régionale d'investissement de Bruxelles. C'est acceptable comme montant ? Non, c'est totalement excessif. C'est le résultat que suite à l'audit que j'ai lancé depuis 2015, j'ai mis les recommandations sur la table du gouvernement et dit maintenant, il faut qu'on revienne à des barèmes qui sont conformes aux barèmes de la fonction publique. Même les barèmes les plus élevés de la fonction publique ne tournent pas à ces montants-là. Alors l'information est sortie dans le soir hier, on est autour des 300 000 euros par personne, salaire et avantages compris. Il y a Étienne Noël qui est aussi échevin Scarbeck, Serge Villain, Eddy Van Gelder et Jean-Luc Van Raas. Ces chiffres, donc c'est important. On sait que la région est actionnaire à 73% de la SRIB. Alors ça veut dire qu'on ne le savait pas ou qu'on le savait, qu'on trouvait ça normal ? Depuis le début, les barèmes ont été fixés à la création de la SRIB, c'est-à-dire avant la région bruxelloise, par l'État fédéral. Le ministre de l'époque, c'était d'ailleurs un ministre libéral, et les barèmes ont été calqués sur ceux pratiqués à la Société nationale d'investissement et à la CGER. Pendant 30 ans, ces barèmes ont été pratiqués. La dernière décision qui a été prise en matière de barème, c'était en 2013, sous le précédent gouvernement et sous une présidence de M. Richel, écolo, où on a fixé les barèmes de référence fixés à l'époque. Alors moi, c'est vrai que lorsque j'ai fait cet audit, ça a révélé une tension maximale. Et donc, bien évidemment, j'ai mis sur la table du gouvernement un certain nombre de mesures. Mais ce n'est pas l'enquête du soir qui a révélé ça. Mon audit, il est mené depuis 1 an et demi. Et les recommandations, elles sont déposées au gouvernement depuis à peu près mi-février. Et donc, depuis mi-février, nous travaillons à recadrer, réorganiser la SRIB, en ce compris sur le plan des rémunérations qui sont incontestablement non seulement excessives, mais il y a trop de postes dirigeants. 4, c'est trop, c'est au moins 2 de trop. Oui, et on se rend compte ici qu'il y a quand même un problème, parce que ces personnes ont un mandat qui est limité dans le temps, mais par ailleurs, elles ont un contrat à durée indéterminée, donc on est un petit peu coincé. Qui a mis en place ce système-là ? Ce système a été mis en place dès le départ, au moment de la création de la SRIB, c'est-à-dire avant même la création de la région. Et depuis, il n'y a jamais personne qui a dit « mais ça ne va pas, il faut changer ». De fait, moi, je n'ai jamais eu la compétence économique. Mais avant vous, personne n'a jamais rien relevé. Manifestement. Moi, mon rôle, et je l'ai dit en étant ministre de l'économie, je veux remettre les choses à plat. Je l'ai fait. 3 institutions, on n'en a fait qu'une seule. On a fusionné. J'ai fait un audit sur la SRIB et je mets de l'ordre dans la SNCB, dans la SRIB. Lapsus, il faudrait le faire aussi à la SNCB. Je mets de l'ordre à la SRIB et je l'ai fait d'ailleurs avec le concours de l'ex-présidente du conseil d'administration, Mme Bovy, qui a d'ailleurs fait un travail avec moi remarquable pour remettre enfin cette structure sur les rails. Oui, alors ici, on a 2 personnes qui sont mandataires, en plus communales. On a un échevin Scarbeck, on a un président de CPS. Ils disent qu'ils font ça à titre privé, donc finalement, l'histoire de cumuler, de ne pas dépasser 1,5 fois le montant d'une indemnité parlementaire, mais ça ne s'applique pas à eux. Est-ce qu'il y a moyen de sortir de ça ? Est-ce qu'il faut changer la loi ? Sans doute qu'il faudra l'éclaircir. Manifestement, on voit bien que toutes ces lois qui sont faites sont un petit peu bancales. Je tiens à dire qu'en termes de mandat, M. Villain et M. Van Raas ont un mandat, ce qui n'est pas le cas de M. Van Gelder et de M. Noël, qui sont en contrat de travail. Ce sont des salariés depuis le départ, depuis plus de 30 ans. Ils sont à la SRIB avec les salaires que vous connaissez. Donc, ça n'est pas un phénomène neuf, mais c'est un phénomène qui est découvert à l'occasion de l'audit que j'ai lancé. Vous avez eu un contact avec les intéressés ? Bien sûr que j'ai un contact avec les intéressés. Et pour eux, et je le comprends, c'est un contrat de travail. Et évidemment, on ne sait pas sortir d'un contrat de travail, sauf à payer des indemnités qui sont évidemment très importantes au regard à la fois du montant de la rémunération et du temps de travail parcouru. Certains ont plus de 30 ans d'activité. Ça veut dire qu'on est bloqué, alors ? Mais ça veut dire que ça coûterait en tout cas plus cher de rompre ces contrats que d'attendre la pension, puisque ces personnes sont d'ailleurs, pour tous, soit à l'âge de la pension, ou soit proches de prendre la pension. Et donc, il y en a déjà un qui prend sa pension. Le gouvernement a décidé donc de réduire la voilure. Au lieu de 4, il n'y en aura plus que 2, et de revenir à des barèmes de salaire qui sont la référence de la fonction publique. Alors, dans les mesures annoncées, on parle d'intégrer des administrateurs indépendants. Ce n'est pas le cas actuellement ?
Ben, ça veut dire il y a des représentants de la région, donc par essence qui sont politiques. Il y a des représentants des banques, parce que les banques sont aussi actionnaires, et au sens des codes de société, code BUIS, il est intéressant d'avoir des experts indépendants qui apportent aussi leur expertise dans cette gestion d'Invest régional bruxellois. Alors l'audit, on en a parlé. Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements qui ont été pointés maintenant au niveau des choix des investissements qui ont été faits? Ben, il y a toujours des erreurs, mais c'est normal, c'est un métier à risque. Mais ceci étant, il y a une trop forte concentration des pouvoirs autour de 1, 2 ou 3 personnes. Il y a donc un manque de transparence, il y a un manque de codécision dans le chef notamment des administrateurs. Il y a trop de filiales, il y a trop d'administrateurs, il y a donc une dilution d'une certaine manière de l'information. Et je crois aussi qu'il faut mieux recadrer nos choix stratégiques d'investissement. D'où une des recommandations, c'est demander au conseil d'administration de faire un plan stratégique, de fixer une charte d'investissement, de mettre en place un comité de crédit, bref, des instruments internes de contrôle pour éviter d'éventuelles dérives ultérieures. Et donc, c'est un travail de fond que nous menons ici à la SRIB, et je l'ai dit, nous l'avons fait aussi, non pas contre la SRIB, puisque cet audit a été mené avec les dirigeants actuels de la SRIB, donc ça n'est pas une inconnue pour eux. On va passer à un autre sujet qui est celui des prescriptions électroniques. Et là, vous prenez votre casquette de ministre de la Santé. Elles existent depuis janvier, mais elles seront généralisées à partir de 2018. C'est un timing qui est trop serré pour vous. C'est complètement irrationnel. Il y a encore aujourd'hui 40% de généralistes qui ne sont pas informatisés. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place des formules d'aide à l'installation, à l'équipement électronique. Il y a eu 164 aides en 2016 pour des montants parfois de 25 000 euros par an, 6 000 euros pour le secrétariat, etc. Nous faisons des séances de formation. On a formé 426 médecins généralistes, mais on ne peut pas comme ça basculer du jour au lendemain. Il y a d'ailleurs des problèmes. Certaines personnes n'ont pas de carte d'identité, des sans-papiers. Est-ce qu'on ne pourra plus faire de prescription pour ceux-là? Quand on va en visite, il faut être accompagné avec une imprimante, avec un logiciel, il faut avoir la 4G. Donc tout ça ne s'improvise pas. Et enfin, il y a un grave problème, c'est qu'on n'a pas pris en compte les spécialistes qui travaillent en privé. Pour faire une prescription électronique, il faut avoir un dossier médical informatisé. Cela n'existe que pour les généralistes. Ça veut donc dire que le pédiatre de famille ne pourra plus faire de prescription électronique. Donc il y a un réel problème et je crois que c'est trop court. J'ai donc demandé, avec mon collègue Van Engel, à la ministre de Blok de donner du temps au temps. La mesure est bonne, la mesure est positive, mais vouloir aller trop vite, c'est aller au casse-cou. Parce que quand on va voir le site de la ministre, elle dit attention, pour les médecins plus âgés, non informatisés, eh bien, il y aura des aménagements particuliers qui pourront être mis en place. Oui, quoi? Lesquels aménagements? Donc il faut à un moment donné être très clair. On avait donné un délai jusqu'en 2020, on veut le raccourcir. Je crois qu'il faut être sérieux, il faut un monitoring de la situation et il ne faut pas comme ça travailler à l'aveugle. On recherche des médecins généralistes. On en manque dans certains quartiers et cette mesure risque de faire que des généralistes plus âgés, et la moyenne d'âge des généralistes à Bruxelles est de 55 ans. Donc il y a beaucoup de médecins généralistes qui sont au-delà de 55 ans. Le risque, c'est qu'ils prennent leur pension, on dit non, ça suffit, je sors du métier, et sans qu'on soit préparé à faire venir de nouveaux médecins, et on risquerait d'avoir un gap supplémentaire en termes de couverture médicale. Et on met le cap sur votre commune, Auderghem. Elle s'est penchée sur le plan régional de développement durable, le fameux PRDD qui est à l'enquête publique pour l'instant. Alors ce projet, il balise l'avenir de la région, il donne vraiment des points pour son développement ultérieur. Et on va le voir à Auderghem, on est plutôt critique. Notre point de vue, en tout cas pour le collège Echefinal, fait écho au point de vue des Auderghemois. On veut protéger un mode de vie et un modèle de vie communal, de proximité, de convivialité. Pour nous, non, il n'y aura pas de tour dans les quartiers, il n'y aura pas par exemple de tour iconique le long du boulevard du Souverain. Nous ne souhaitons pas ce type d'urbanisme pour Auderghem. Alors, les fameuses tours iconiques, ça ne passe pas. Non, bien entendu, mais je trouve que c'est pour ça qu'on fait une participation. On ne peut pas à la fois demander, ce n'est pas ma matière, c'est celle du ministre-président. Mais c'est un projet régional de tout le gouvernement. Bien entendu, il y a une enquête qui est faite, eh bien, le rôle du gouvernement est d'entendre ces remarques. Alors, le principe de la tour iconique, je crois,
est amplifié. C'est irréaliste de croire qu'on va mettre partout des tours iconiques. D'abord, il n'y a pas de marché pour ça, immobilier. On voit bien d'ailleurs avec la dernière tour le long du canal, elle est encore loin d'être rentable et d'être occupée. Donc, moi, je dis toujours prudence. Et il ne faut pas croire qu'on va créer des tours pour le plaisir. Il faut qu'il y ait un marché. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché pour cela, d'autant plus que ce sont des logements élevés, à coût élevé, parce que les charges d'entretien sont lourdes dans ce type d'immeuble. Donc, moi, je pense que la multiplication, c'est un peu du fantasme de certains. Pourquoi le gouvernement est venu avec ça? Parce que finalement, ça braque tous les regards, alors. Oui, peut-être, mais ceci étant, c'est vrai qu'en architecture, ça n'est pas une imbécilité de mettre des signaux urbanistiques ça et là. Mais évidemment, puisque ce sont des signaux, on ne doit pas les multiplier, on ne doit pas en faire la recette. Et donc, je crois qu'il faut tempérer cette notion de tour iconique, comme la notion de densification. En fait, la densification, nous sommes aujourd'hui avec moins d'habitants qu'il n'y en avait dans les années 70 à Bruxelles. Donc, le problème de la densification est à relativiser. Le véritable problème aujourd'hui à Bruxelles, ce n'est pas la densification, c'est qu'il y a trop de bagnoles à Bruxelles. C'est qu'il y a 30-40 ans, il n'y avait pas une voiture par ménage. Aujourd'hui, il y a une voiture et demie par ménage. Et donc, il y a un réel problème de densification de l'espace public de par la multiplication des voitures. Et donc, il est possible aussi qu'à l'avenir, ce problème-là va se résoudre par un autre comportement d'attachement ou non à la voiture. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez à Watermal-Boisfort, par exemple, qui dit la région, elle joue au Monopoly, elle repère les parcelles qui sont disponibles et puis c'est comme ça qu'elle construit son projet? Ça, c'est complètement hallucinant. C'est du n'importe quoi, ça. Il n'y a pas de Monopoly. Je ne vois vraiment pas le sens de cette critique. Je crois que c'est complètement... ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On fait une réflexion. La ville va croître, il va avoir plus d'habitants, il faut des infrastructures, il faudra sans doute à certains endroits densifier la ville, dans le respect bien entendu d'une qualité de vie. Et urbanistiquement, on ne doit pas se priver de gestes architecturaux que dans l'espèce on appelle tour iconique. Donc il ne faut pas non plus tomber dans les fantasmes, mais je trouve que c'est fort bien que la population participe. Et je me réjouis que dans ma commune, il y ait une participation de plus de 1000 habitants qui se sont déplacés. Dans d'autres communes, il y en a eu 2-3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines communes ne font pas non plus le travail de la participation. Il faut faire ce travail de la participation et nous devons écouter le signal et les informations des habitants. Parfait, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, les invités des experts seront Laurette Onkelings et Sophie Wilmès. Bon week-end à tous.